Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au podcast, on va jaser création de contenu, mais surtout comment se mettre de l'avant soi-même dans sa création de contenu de manière authentique, de manière vraie. On jase de ça avec Mélanie Allé. Mélanie, c'est une spécialiste de la création de contenu. Elle t'aide à développer ton écosystème de contenu. Elle a aussi son podcast, le podcast 180 degrés, où est-ce qu'elle parle de création de contenu en entrevue, mais elle parle elle-même, tout seul. Elle a ce courage-là. Fait qu'on va jaser de cet aspect-là aujourd'hui. Fait que, Mélanie, comment ça va? Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Eh ben, je suis vraiment content de te parler parce que récemment, tu as créé quelques contenus qui sont vraiment venus résonner avec moi. Ceux qui écoutent le podcast régulièrement savent que j'en parle, que une des raisons pourquoi j'ai un podcast, c'est pas juste parce que j'aime ça jaser avec du monde, c'est parce que j'aime ça faire des entrevues, mais c'est aussi surtout parce que j'ai de la misère à être tout seul devant une caméra ou tout seul devant un cellulaire à jaser. Fait que pour moi, là, c'est comme une bonne manière de créer du contenu vidéo sans avoir à être pris être tout seul devant le contenu. Puis c'est vraiment quelque chose que tu as adressé récemment dans ton infolette. Fait qu'on va jaser de cet aspect-là pour les gens qui ont peut-être un peu plus de difficulté à créer du contenu devant la caméra tout seul. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on aimerait ça en savoir un peu plus sur toi. Peut-être tu veux nous parler de ton parcours, là, comment tu es arrivé dans ce monde de la consultation en marketing numérique, en accompagnement pour la création de contenu. Oui, ben en fait, pour faire une histoire courte, là, ben moi ça fait longtemps que je suis passionnée par le marketing, mais la vie m'a amenée pendant mes études à travailler plus dans le monde corporatif. Moi, j'ai travaillé 6 ans pour une banque québécoise, puis je me développais sur d'autres aspects que le marketing finalement, en même temps que faire mon bac et tout ça. J'ai travaillé plus aux opérations, fait que j'étais plus en termes de gestion des processus, amélioration continue, puis un peu de soutien légal. Fait que j'ai appris plein de skills, si on veut, autres que le marketing que j'étudiais. Puis après mon congé de maternité, j'ai vraiment comme eu j'avais vraiment un appel d'aller travailler enfin en marketing. Ce qui fait que j'ai lâché cet emploi-là dans le monde corpo pour aller travailler pour une start-up en développement de logiciels. Puis quand je dis start-up, là, j'étais la deuxième employée à temps plein. Là, fait qu'on était une équipe de 4. Donc, je me suis ramassée responsable marketing à faire tout finalement parce que on était 4. Puis c'est là que j'ai touché en fait à l'application vraiment de la théorie qu'on apprend à l'école, puis aussi de l'apprentissage du monde numérique parce que oui, on touchait un peu à l'univers numérique à l'université en 2012-2013 mais pas tant. C'est Facebook était pas ce qu'il est aujourd'hui, ni les autres plateformes n'existaient pas. Donc j'ai vraiment touché à tout. J'ai appris l'univers du marketing web. Je suis tombée en amour avec cet univers-là. Puis, au bout de 3 ans, ben là, à force de côtoyer un entrepreneur à tous les jours dans une startup, j'ai eu vraiment cet appel-là de l'entrepreneuriat que j'avais pas forcément avant. Tu sais, j'ai trouvé ça cool, tu sais, je me suis dit, c'est le fun, mais vraiment de me lancer à mon compte, c'est devenu comme super concret à ce moment-là. Puis, en 2019, il y a 4 ans, je me suis finalement lancée. J'ai créé Synapse Marketing. Puis, au départ, je ferais vraiment plus des mandats de création de contenu, gestion de projet, marketing. J'étais vraiment dans le done for you. Puis avec le temps, ben là, je me suis dit, ah non, tu sais, moi, la clientèle qui m'appelle, c'est vraiment plus, tu sais, les solopreneurs, c'est vraiment les coachs, les consultants, les professionnels, tu sais, vraiment qui offrent du service. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu plus d'accompagnement, de formation, puis c'est là où j'ai plus développé aussi. Je me suis plus nichée là au niveau du contenu, comme tu l'as dit dans l'intro, bâtir son écosystème de contenu pour vraiment permettre d'attirer finalement plus de clients à nous, surtout sans avoir l'impression de vendre. Parce que je l'ai vécu, je le vis encore, de l'espèce de pression. Les gens aiment pas vendre. Pourtant, faire du contenu, c'est le fun. Mais pourtant, quand on se met dans la posture de il faut que je vende, c'est comme ça goûte pas bon. On n'aime pas ça. Donc, comment justement passer par l'écosystème de contenu pour pas avoir ce petit feeling amer-là. Là. Donc, c'est un peu
C'est un peu ça l'histoire. Ouais, puis c'est drôle parce que tu dis ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'on dirait il aiment mieux créer du contenu que d'essayer de prendre le téléphone puis de vendre, là, comme tu dis. Mais il y a Ouais, beaucoup de gens aussi qui créent du contenu que 100% de leur contenu, ben, la majorité de leur contenu, il est vraiment auto-promotionnel puis on crée pas le bon contenu. Fait que ça, je trouve ouais, ça tout le temps intéressant, cette différence-là entre le contenu qu'on devrait faire puis que le monde qui veut pas vendre, mais quand il crée du contenu, souvent il est axé sur la vente à la place d'être du contenu éducationnel, informatif, entertainant. Puis là, ça, je trouve ça ouais. comme toujours fascinant. Puis après ça, on dit, ah ouais, mais ça marche pas. Mais c'est parce que tu veux vendre, ben prends le téléphone, essaye de vendre. Ou si tu veux créer du contenu, ben là, il faut que tu crées du contenu. Justement, fait que ouais, je trouve tellement c'est un C'est sujet vrai. intéressant. Ouais, c'est vrai que surtout, ben, tu sais, les entrepreneurs plus pragmatiques sont là, genre, sur les réseaux sociaux en se disant, moi, je suis là, c'est un investissement de temps parce que je veux vendre. C'est vrai qu'ils ont tendance à créer le contenu le plus promotionnel à côté. Dans le fond, tu sais, ils ont peut-être plus un profil, justement, prospection, là, à ce moment-là. Ouais, en tout cas, très intéressant. Puis pour vrai, moi, Mélanie, je te suis, on s'est rencontrés une couple de fois, mais je te suis sur les médias sociaux. Puis j'adore ton contenu. Ton contenu est vraiment très bien produit. Puis il y a plusieurs il y a plusieurs manières que tu expliques des choses, quoi que ce soit, que j'ai l'impression que j'aurais pu créer moi-même ce contenu-là. Fait que ton contenu, il me parle vraiment beaucoup. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles peut-être de, justement, tu parles de ton écosystème de contenu. Peux-tu nous parler du tien? Ça ressemble à quoi présentement? Puis comment tu as créé cet écosystème qui te ressemble? Oui, ben, tu sais, d'abord, pourquoi j'ai commencé à parler d'écosystème de contenu? Parce que je me suis rendu compte que dans le message que j'amenais en parlant de création de contenu, les gens, en fait, ma clientèle associait toujours ça aux réseaux sociaux. Puis moi, ben ça me tannait parce que je me suis dit, ben les réseaux sociaux, c'est une chose qui fait partie de l'écosystème, mais il y a aussi le site web, le podcast, le blog, tu sais, tous les contenus plus longs, en fait, qui sont pour moi un petit peu, entre guillemets, un point de départ, si on veut, d'une stratégie de contenu. Souvent, c'est le fun d'avoir un contenu long comme, puis quand je dis long, pas en longueur, mais de longue durée, si on veut, comme le podcast, comme une chaîne YouTube, comme un blog. Fait que je trouvais ça intéressant de l'amener sous forme d'écosystème pour que les gens comprennent que non, c'est pas les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu limité sinon. Donc, mon écosystème à moi, ben comme tu l'as dit au départ, j'ai un podcast depuis 3 ans, 2 ans, voyons, 3 ans. Je suis mêlée d'un date. Janvier 2021, ouais, c'est ça. 2 ans, 180 degrés, où il y a vraiment c'est vraiment mon contenu finalement de longue vie qui va me permettre aussi de partir de là pour créer mes autres sujets. Fait que tu sais, souvent j'ai aussi une infolettre. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur pas beaucoup LinkedIn, honnêtement. Je devrais être plus présente sur LinkedIn, mais j'ai moins de fun. Fait qu'on dirait que j'ai tendance à moins vouloir y aller. Ma plateforme préférée, c'est vraiment Instagram. Puis j'ai commencé aussi à tester un peu TikTok, mais tu sais, je suis pas encore à fond, disons, j'ai pas de stratégie nécessairement en place là actuellement par manque de temps, mais c'est vraiment plus Instagram, podcast, infolettre que j'ai présentement dans mon propre écosystème. Dans le temps, j'avais fait en 2020, j'avais fait des capsules vidéo. Puis ça, c'est souvent un exemple que je donne à mes clientes. J'avais fait des capsules vidéo durant la pandémie, au début de la pandémie, pour ma chaîne YouTube. Je trouvais ça cool, YouTube. Je me suis dit, j'aimerais ça lancer. Puis, c'est dans ces fameux vidéos-là, il y en a comme une qui performe vraiment beaucoup, que j'ai des centaines de vues à chaque semaine. Puis, pour vrai, moi, je la regarde, puis je la trouve poche aujourd'hui. C'était un peu ça aussi, tu sais, un des liens aussi que je voulais faire avec l'infolette que j'ai envoyée. Mais la force de ça, c'est que finalement, tu crées dans ton écosystème des pièces de contenu qui vont durer longtemps. Tu sais, j'ai des gens qui m'écrivent en message privé pour me dire j'ai écouté tel épisode de podcast. Puis, tu sais, c'est un épisode qui date de genre 1 an et demi, mais il est encore pertinent. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai pas des sujets super temporels. Tu sais, je fais pas des revues d'actualité numérique. Fait que c'est quand même, tu sais, ça permet de durer dans le temps. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pensé à mon écosystème. Pour moi, je considère que c'est bien d'avoir au moins une forme de contenu de longue durée si c'est possible. Pas quand on commence. Là. Quand on commence,
on peut se contenter d'une seule plateforme de réseau social, puis ça va être suffisant. Puis, tranquillement, pas vite, on peut intégrer l'infolette, la liste courriel. On le sait, la valeur que ça peut avoir aussi là-dedans. Donc, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais... Oui, c'est parfait, tu sais, puis ça ressemble vraiment beaucoup aussi à ma vision à moi, parce que moi, tu parles du contenu de longue durée, moi je parle souvent avec l'expression un peu plus evergreen. Souvent, Ouais. puis c'est un peu pour la même raison que toi, c'est que je me suis pas positionné moi comme consultant en marketing de contenu ou médias sociaux, mais souvent les gens ils cherchent comme justement à comprendre les médias sociaux, puis on oublie souvent que les médias sociaux, c'est des outils surtout de distribution de ton contenu et donc d'avoir des contenus de plus longue forme qui ont une durée de vie plus longue sur des plateformes où est-ce que tu peux te faire découvrir, fait que du SEO, du YouTube, des podcasts, donc des contenus de longue forme et de longue durée de vie, fait que evergreen, ça permet de rentabiliser plus longtemps ta stratégie de contenu et après ça d'aller chercher des déclinaisons de ça pour, après ça, distribuer sur les plateformes médias sociaux. Puis c'est exactement ça que tu expliques. Puis, moi, je pense que souvent, c'est ça qu'on oublie. On pense beaucoup au comment être axé sur les médias sociaux, mais on pense pas de où on doit partir côté stratégique, puis comment tout ça, ça s'intègre, parce que tu as beau faire le meilleur travail sur les médias sociaux. Puis après ça, quand j'arrive sur ton site web, t'as pas de page de vente ou t'as pas justement une infolette où est-ce que tu peux amener les gens à aller un peu plus en profondeur dans ton univers. Mais là, c'est ça, il manque des pièces au puzzle de cette notion-là d'écosystème de marque, comme tu l'expliques super Oui, bien. puis ça se bâtit sur le long terme, tu sais. Dans une autre publication récemment, je disais, tu sais, qu'est-ce que je ferais différent si j'avais recommencé à zéro mon entreprise. Puis une des premières choses que je me suis dit, c'est, tu sais, le site web, là. C'est le fun d'avoir un site web. Tu sais, c'est un peu comme la carte d'affaires. Hein? Tu sais, les nouveaux entrepreneurs, on est comme, ça me prend une carte d'affaires. C'est dans le fond, on en a donné deux peut-être, tu sais, ou parce que j'exagère. Je suis pas une fan de réseautage, là, faudrait, mais tu sais, j'en ai pas donné vraiment beaucoup. De toute façon, j'ai eu le temps de changer de visuel et d'identité finalement visuelle. Mais c'est un peu la même chose avec le site web. Je pense qu'on peut très bien fonctionner avec des landing pages, avec des pages, tu sais, explicatives, énumérées, tu sais, un petit one-pager, quelque chose de bien simple pour commencer, ça fait la job, tu sais. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Tu nous as parlé de ton écosystème de marque, donc peux-tu nous parler maintenant peut-être de ton processus créatif, de tes piliers de contenu, fait que ton infolette ou ton podcast pour partir de tes idées ou fait que comment ça s'articule tout ça? Ben moi en fait, tu
Tu sais, oui, je parle souvent des piliers de contenu, souvent pour disons, les séparer là, dans un brainstorm, mais je dirais que le moteur, là, le point de départ, souvent qui va m'animer, surtout pour, mettons, les épisodes solo de podcast, comme tu parlais, tantôt où je parle tout seul devant mon micro, ben souvent, mettons, pour spécifiquement ces épisodes-là, mon inspiration de départ, ça va être mes rencontres avec mes clients. Parce qu'ils vont me dire des choses qui, là, vont m'activer la parole sur un truc. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est clairement un bon épisode de podcast parce que justement, si j'ai une, deux, trois clientes qui me parlent de cette problématique-là, de cet enjeu-là, je me dis, ben, il y en a d'autres, tu sais, qui vivent la même chose ou qui savent pas comment. Donc, ça me sert beaucoup de moteur pour les épisodes. Puis après ça, ben, ce que je fais, c'est que j'utilise les sujets, j'essaie du moins, là, je le fais pas tout le temps, mais j'essaie d'utiliser le plus possible le sujet, tu sais, des podcasts pour les décliner après sur les réseaux sociaux en formule de post, que ce soit un carrousel, un reel. Puis je suis vraiment en ce moment dans une optique de recyclage, tu sais, repurpose son contenu beaucoup, beaucoup parce que je me rends compte justement à quel point c'est énergivore. Puis moi, j'aime ça, créer du contenu, mais mes clientes, là, elles trippent pas autant que moi, mettons, à le faire, tu sais. Elles comprennent l'importance, mais elles ont pas autant de plaisir. Puis j'essaie de me dire, OK, mais si j'ai moins de temps disponible dans une semaine, qu'est-ce que je peux faire pour générer autant de bons contenus, mais sans partir dans tous les sens, puis, tu sais, m'étourdir dans toutes sortes de contenus, même que j'aime créer. Fait que souvent, comme je te dis, le point de départ, ça va être, oui, les piliers de contenu, les questions, mais tu sais, je me montre beaucoup une banque d'idées de contenu d'avance. Puis souvent, je vais aller piger pour voir en fonction de qu'est-ce qui est aligné avec l'épisode de podcast de cette semaine-là, par exemple, ou moi, mes propres, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je veux promouvoir le plus ce mois-ci. Fait que ça va être aussi aligné sur mes objectifs, tu sais, d'affaires. Puis, c'est ça, tu sais, souvent, les meilleures idées viennent quand on n'est pas derrière l'écran en train de faire du contenu. Fait que, en ayant un endroit où on peut parquer stationner toutes les idées, ben après ça, tu sais, moi, je les trie en fonction des sujets, tu sais, des piliers avec, tu sais, comment je peux les décliner. Puis j'ai commencé vraiment à recycler beaucoup plus. C'est-à-dire, mettons, un Reels ou un TikTok parlé, ben ça va être exactement le texte d'une publication que j'ai déjà publiée. Je vais utiliser un prompter, puis je vais faire ça naturellement. Puis ça, pour moi, là, c'est vraiment un gain de temps. Tu sais, le contenu, là, les gens l'ont lu une fois, mais ils l'ont déjà oublié parce que on est bombardé de messages. Fait que je suis vraiment dans cette démarche-là là, de plus en plus. Je veux que ça soit simple. Puis en le testant des choses, ben après ça, j'enseigne à mes clientes comment se sauver du temps avec ça. Exactement. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que je répète souvent, c'est de quand on ne sait pas par où commencer pour, mettons, de la création de contenu vidéo. Fait que là, on a déjà créé des articles de blog, on a déjà créé des carousels ou quoi que ce soit. Puis tu dis, OK, ben là, il faut que je fasse des Reels, il faut que je fasse des TikTok. Ben, t'es pas obligé de réinventer la roue. Tu peux juste repartir de tes meilleurs sujets. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans ton SEO? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans tes publications médias sociaux sur les autres plateformes, que ce soit à l'écrit? Là, comment tu le repackages dans le fond dans un contenu vidéo ou dans un carrousel si tu n'as jamais fait de carrousel encore pour l'instant. Fait qu'effectivement que ça, je trouve, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, qu'on n'intègre pas dans notre processus. Fait que toi, comment tu fais, admettons, de manière très pratico-pratique, là, comment tu fais pour dire comme ça, c'est les sujets que je vais intégrer dans ma stratégie de Reels. Tu comme créer un tableau, comme quand tu as un contenu qui performe bien, tu as une place où est-ce que tu les envoies ou comment ça fonctionne exactement? Ben oui, j'ai un tableau Asana dans le fond où j'ai vraiment une section qui est dédiée aux Reels. Tu sais, dans le fond, pour moi, le Reel, c'est pas encore un contenu que, tu sais, j'étais contente quand Instagram a dit que finalement, c'était plus l'affaire qu'ils voulaient le plus mettre de l'avant. Dans le sens où, pour moi, il y avait, en fait, moi, comme utilisatrice, j'aime beaucoup les carousels, j'aime beaucoup le contenu éducatif, j'aime beaucoup avoir des opinions, tu sais, le contenu, justement, qui va éduquer sur d'autres visions des choses, qui va amener de la nuance. Puis souvent, je trouve qu'en format Reels, ben, c'est très court, c'est très catchy, mais ça manque de nuance. Fait que, tu sais, moi, comme utilisatrice, je suis plus portée à aimer les carousels puis les publications un petit peu plus étoffées, mettons. Fait que, au niveau des Reels, j'avais pas tant c'était pas, je crois, je dirais ça faisait pas partie tant que ça de la stratégie en tant que telle. La seule chose, c'est par rapport au podcast.
Tu sais, je vais toujours mettre un extrait sur les réseaux sociaux, tu sais, un sur TikTok, un sur Instagram et Facebook. Fait que ça, c'est comme on va dire le bare minimum de Reels que je fais. Puis ensuite, j'ai une liste, là, mon Dieu, j'ai une liste d'idées de Reels à tourner d'avance. Fait que, tu sais, quand j'ai du temps, je vais piger dans la liste ceux qui me tentent en fonction de, tu sais, des audios que j'ai vus passer, en fonction des certains trends, mettons, que je vais voir. Mais j'en ai fait beaucoup plus l'année dernière, des Reels. Puis là, j'ai comme un petit peu plus ralenti la cadence. Fait que ça fait moins partie. Je te dirais que c'est plus... quand il y en a d'avance, je vais l'ajouter dans ma stratégie de contenu de la semaine. Mais en ce moment, je suis comme, pas que je boude les Reels, mais j'ai un petit peu moins de fun, si on veut. J'essaie de trouver des façons de... comment dire? Je suis souvent emmerdée par les tendances, tu sais, dans le sens, des fois, je suis comme, tu sais, quand on le voit trop souvent, je trouve que ça perd de son efficacité, ou comme je te dis, des fois, ça manque tellement de nuances parce que c'est court. Qu'on dirait que je suis comme pas, ça me tente un peu moins, mais par contre, partir des épisodes de podcast, puis avoir des extraits, des choses comme ça, j'aime ça. Je vois la plus-value de le faire. Si là, on parle de tendance, tu sais, c'est quelque chose qu'on se rend compte aussi sur une plateforme comme TikTok où on s'éloigne vraiment du format de contenu de tendance. C'est des contenus un peu plus de longue forme qui prennent de plus en plus de place sur la plateforme. Et donc, le storytelling ou vraiment du contenu un peu plus éducationnel ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant de voir comme à quel point aussi sur les plateformes, ça évolue. Puis sur Instagram Reels, ben là, on voit un peu moins aussi, justement, les Reels, sur Instagram, les Reels sont de moins en moins, pas de moins en moins mis de l'avant, mais on a redonné plus de visibilité au carrousel. Là. Moi, je le vois vraiment dans mes fils d'actualité, là, que Instagram il a tweaké l'algorithme pour rééquilibrer un peu le format visuel fixe versus les contenus vidéo à la Reels. Fait que c'est important aussi de savoir s'adapter à ça dans le temps. Là. Fait que ça, c'est parfait dans le fond que t'es bonne parce que pour l'instant, c'est plus aussi poussé par l'algorithme que ça l'était il y a quelques mois. C'est ça, au début, en 2020, tu sais, il y avait du contenu vraiment très standard, là, de base, qui pouvait avoir des milliers de vues facilement, entre guillemets. Mais maintenant, c'est comme, tu sais, c'est un peu moins facile, fait qu'il y a moins l'attrait, tu sais, qu'il y avait au départ de dire, c'est le fun, les reels, tu sais, ça te propulse sur des audiences qui ne te suivent pas, il y a une espèce d'aura de, c'est pas tout le monde qui en faisait, fait que c'est comme on pouvait rapidement se démarquer en faisant des reels. Là, je te dirais, c'est ça, c'est moins poussé par l'algorithme, fait qu'on voit un petit peu moins l'espèce de nanane puis la carotte au bout du bâton de dire, ben, ça vaudrait peut-être la peine que je fasse là-dessus. On dirait que je me dis, ben, avec le temps disponible, on dirait que justement, je suis peut-être plus dans du contenu peut-être un petit peu plus long, mais plus, tu sais, éducatif ou comme avec du storytelling. Tu sais, j'ai vu que j'ai l'option 10 minutes sur TikTok. Je sais pas à quel point 10 minutes, c'est évident, là, pour une plateforme aussi rapide, là, mais... Je confirme que là, ça fait quelques épisodes de podcast parce que je fais des extraits à la place d'avoir plus comme des 60 secondes pour pouvoir le repackager sur facilement Instagram, YouTube, Facebook puis TikTok. Là, j'ai testé des formats de vidéos plus longs sur TikTok, puis j'ai vraiment vu un impact négatif. Fait que là, j'ai testé des extraits de 3 minutes, là, puis à peu près... je pense même pas la moitié des views que j'ai habituellement sur des contenus un peu plus courts, d'à peu près 60-90 secondes. Fait que ça, c'est quand même intéressant de voir. Là, puis c'est quand même le même format de contenu. Fait que je suis capable de... Est-ce que tu fais du montage, mettons, dans ces extraits-là? Est-ce que tu les accélères? Je coupe un peu certaines longueurs, là, mais il n'y a pas un gros travail de montage. Je pourrais faire un bien meilleur travail de montage là, pour être bien honnête, pour essayer de voir si ça avait un impact, mais tout est une question de temps. Dans fait que, parce que les extraits de podcast, c'est souvent ça. C'est souvent le débit est accéléré, il n'y a aucun temps mort, c'est très bang, 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 puis c'est rapide. Fait que c'est sûr que c'est un rythme rapide, TikTok. Hein? C'est pas le temps de niaiser. Fait que ça demande comme beaucoup plus de temps, effectivement, là, que... Fait que là, on parle de temps, là, justement. Peux-tu parler un peu de ta fréquence de publication, puis de manière concrète, là, combien de temps par semaine t'investis en création de contenu pour toi?
C'est une bonne question parce que j'ai tendance à sous-estimer le temps que prennent les choses. Alors, j'ai comme des lunettes roses optimistes sur le temps que ça prend à créer du contenu. Mais je te dirais, tu sais, déjà à la base, j'ai un épisode de podcast qui sort par semaine le lundi. Quand c'est une entrevue, ben là, c'est sûr que ça augmente la moyenne, hein, parce que, tu sais, enregistrer l'entrevue, souvent, ça va être un rendez-vous de 90 minutes qui est booké, plus le montage, faire les extraits, mettre la description. Tu sais, je pourrais déléguer certaines portions, mais on dirait que, tu sais, c'est moi qui ai vécu l'entrevue, fait que c'est tellement plus facile de tout faire one shot, tu sais. Il y a des choses qui valent la peine d'être déléguées, puis on dirait que ça, je suis pas encore rendue à trouver la plus-value, finalement. Fait que, tu sais, dans un cas d'épisode en entrevue, là, ça peut facilement être en tout et partout 2 heures et demie par épisode de travail. Ça dépend comment ça va. Tu sais, j'ai un épisode que les audios se sont désynchronisés, fait que dans les vidéos, fait que j'ai refait la vidéo pour YouTube au complet. Fait que juste c'est un petit peu plus de manipulation. Fait que mettons un minimum de 2 heures pour le podcast, on va dire en moyenne par semaine. Puis après ça, mon Dieu. Je pourrais dire overall peut-être un 4 heures, 5 heures. Mais là, je compte pas vraiment les stories sur le fly, les choses comme ça. Là. Je suis plus... tu sais, ma stratégie de story, elle est pas... pour moi, l'espace de la story, c'est justement là pour mes pulsions de communication. Donc, tu sais, oui, il y a des affaires qui vont être placées dans la cédule s'il y a des promos, des événements spéciaux à promouvoir, mais sinon, c'est vraiment du behind the scenes, c'est vraiment l'élan. Tu sais, si ça me tente pas une journée, j'en fais pas, puis c'est correct. C'est aussi ce que j'enseigne à mes clientes, là, d'arrêter de se mettre de la pression aussi. Donc, ouais, je vous dirais 4 c'est-tu beaucoup? 4-5 heures par semaine? Ben, c'est une bonne moyenne, je te dirais, à date, dans les invités que j'ai, là, c'est pas mal autour du minimum, là. Puis, tu sais, comme tu dis, on a tous tendance à sous-estimer. Ouais, on parle de la création de contenu, mais on parle pas de la portion gestion de communauté, répondre aux commentaires. Ouais, là, c'est ça. Prend du temps, mais des fois, c'est du temps qu'on calcule pas parce qu'on est en dehors des heures de travail, peut-être, quoi que ce soit. Fait qu'il y a toujours... Hélène Sarah Bécotte pourrait en parler longuement de cette sous-estimation-là. Des fois, sous-estimation du temps qu'on a à penser ou à consommer du contenu puis qu'on est en mode ça serait bon, puis tu sais, à préparer même l'idéal. Je l'ai pas compté, c'est clair. Super intéressant. Fait que là, tu me disais justement, tu sais, souvent tu disais à tes clientes donc de pas se forcer à publier justement. Puis tu parles beaucoup du fait que tu aimes ça, créer du contenu. Donc, pour toi, cette portion-là est plus facile. Mais c'est un peu le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc de dire comme pour les gens pour qui c'est difficile de créer du contenu. Puis des fois, on a tendance à penser des fois, c'est les idées de contenu qui sont difficiles, mais au-delà des idées de contenu, c'est des fois la pression qu'on se met ou la peur de se mettre de l'avant ou quoi que ce soit. Donc, peux-tu nous parler un peu de cet aspect-là, de dire comment on peut faire pour retrouver le plaisir à créer du contenu? Ouais, ça, c'est une grosse question parce que, tu sais, il y a beaucoup de mindset derrière la création de contenu, surtout quand on est solopreneur, parce que c'est comme on s'expose. Puis pour bien des gens, c'est vu comme je me mets en position de danger, si on veut. Tu sais, dans le fond, genre, on se met un peu sur la sellette, dans le sens que oui, on peut se faire juger par des gens, on peut se faire critiquer pour le contenu qu'on fait, pour une prise d'opinion qu'on prend. Puis il y en a beaucoup que ça freine énormément dans la création de contenu. Tu sais, moi, au début, je pensais que c'était vraiment l'aspect techno ou le fait de pas connaître, maîtriser les réseaux sociaux parce que j'ai une clientèle aussi des fois qui sont moins à l'aise avec ce volet-là. Mais honnêtement, c'est pas ça le plus difficile, loin de là. C'est vraiment le fait de dire je vais mettre mon perfectionnisme de côté. Tu sais, je vais accepter que ça sera pas parfait au départ, puis je vais me lancer, tu sais. Un peu comme avec le podcast, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de skills avec la gestion de micro, d'audio, montage et tout ça, puis j'ai commencé, tu sais, bon, je te dirais, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur les tutoriels YouTube, là, mais reste que j'ai accepté que je savais pas tant ce que je faisais, mais j'ai appris sur le tas, puis je me suis lancée. Si j'avais attendu, comme je fais des fois pour d'autres projets, tu sais, d'être vraiment, là, de me sentir en confort, en maîtrise,
ben là, c'est sûr que ça prend du temps, puis c'est ce temps-là, finalement, qu'on perd à apprendre. Tu sais, c'est une courbe d'apprentissage, mais c'est aussi une courbe de devenir à l'aise, finalement, dans la création de contenu. Tu sais, si aujourd'hui, je peux te dire qu'un épisode de podcast me prend X nombre de temps à organiser, tu sais, à mettre en onde, à faire les extraits, c'est parce que j'ai un processus qui est rodé, tu sais. C'est en le faisant, mais au début, là, mes premiers épisodes, ça me prenait du temps, là. Je savais pas trop comment aligner mon processus de création et tout ça. Fait que c'est un peu la même chose avec le confort. C'est plus on va se mettre un peu de l'avant, plus on va faire des vidéos. Ça, c'est les vidéos qui nous font peur. C'est d'écrire, tu sais, puis en fait, ça m'amène une autre idée, mais tu sais, je dis écrire, faire des vidéos, on a tout notre média qui nous met le plus en valeur, tu sais, ou mettons, qui nous fait plus ressortir. Il y a des gens en vidéo, sont tellement pas à l'aise que, tu sais, au final, je pense pas que ça amène quelque chose un petit plus dans le contenu. Par contre, ils ont peut-être une super belle plume, puis quand ils vont écrire des articles de blog ou, tu sais, du contenu d'inspiration, on va vraiment capoter sur ce qu'ils font, puis c'est là qu'on va connecter, tu sais. Fait c'est d'accepter aussi qu'on a nos forces, qu'on a nos faiblesses, puis trouver le genre de contenu qui nous met le plus en valeur. Est-ce que c'est l'audio? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que, tu sais, puis on n'est pas obligé de tout faire, tu sais. Moi, j'aime ça, toucher à tout pour le tester, pour pouvoir l'enseigner, c'est un peu comme toi, mais c'est pas tout le monde. On n'est pas obligé de faire un podcast parce que, mon Dieu, que tout le monde a l'air d'avoir un podcast en 2023, ou on n'est pas obligé d'aller sur YouTube ou d'aller sur TikTok non plus, tu sais. C'est de voir, ben, sont où nos objectifs d'affaires, sont où nos forces, tu sais, où est notre persona aussi, là. Il faut en tenir compte. Mais c'est ça. C'est, tu sais, parce que dans l'infolette, justement, suite à cette infolette-là que tu m'as écrit, j'ai regardé des vieilles vidéos que j'ai enregistrées, puis il y en a une en particulier, là, je m'écoutais, ça datait de, je pense, mars 2020, ou avril en tout cas. Puis c'était une vidéo où je faisais un témoignage vidéo sur un programme que j'ai suivi. Puis mon Dieu, tu sais, pour moi, aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, mon Dieu, je sais pas que je sonne faux, parce que à l'époque, c'était comme ça que je faisais des vidéos, mais tu sais, j'étais tellement moins à l'aise, je voulais donc bien parler, tu sais, une espèce de trauma du corpo, là, tu sais, d'avoir l'air professionnel, puis aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir ma caméra puis de parler comme si je parlais à quelqu'un, tu sais. Ça a pris du temps, là, tu sais, c'est en le faisant. Fait que je pense que c'est surtout ça, le message, c'est que de faire une petite action, un petit pas, puis d'aller vraiment vers les plateformes, vers les formes de contenu surtout, qui nous mettent en valeur, qu'on est plus à l'aise, tu sais. Exactement. Et tu sais, c'est tout l'idée derrière moi le format de contenu. J'ai choisi le podcast parce que j'adore en consommer, mais parce que ça fait des années moi que je fais des entrevues, puis j'adore ça. Essayer de trouver les questions que je me dis, mon auditoire, ça, mon audience, ceux qui écoutent là, le podcast, il me semble que c'est ça qu'ils aimeraient savoir après telle personne qui a dit telle chose, quoi que ce soit. Fait que moi, le podcast, au-delà du fait que c'est populaire ou à la mode, quoi que ce soit, c'est vraiment un format de contenu qui me ressemble beaucoup parce que je suis en connexion avec un être humain. Puis c'est là que j'ai le plus de plaisir aussi à créer justement du contenu. Fait que j'aime beaucoup la rédaction, j'aime beaucoup le podcast, mais effectivement que, comme tu dis, j'ai testé vraiment beaucoup les petites tendances là, sur TikTok, sur Instagram Reels pour essayer de briser la glace en termes de création de contenu. Et pour moi, c'est encore dur là, de briser la glace pour vraiment me mettre devant la caméra en one-on-one. Puis je pense que c'est quelque chose que vraiment beaucoup de gens qui ont de la difficulté. Puis dans une époque où est-ce que d'un côté, c'est si accessible et si facile parce qu'on a toute une très bonne caméra. Le fait aussi, comme tu le mentionnais tellement bien, qu'à une époque, tu sais, c'était devant la caméra, fait que tu parles bien parce qu'on est habitué à la télé puis aux professionnels de la télé. On est dans une époque où est-ce que l'authenticité a beaucoup plus d'importance que la qualité de la vidéo, que la qualité du parler ou quoi que ce soit. Donc, comment on fait avec tous ces éléments-là qui devraient nous faciliter la vie? Comment on fait pour passer à l'action puis briser cette peur-là de se mettre de l'avant dans notre contenu? Ouais, c'est tellement vrai, là. Ça a évolué beaucoup le désir d'authenticité là, sur les réseaux sociaux principalement. Puis je pense que pour y arriver, pour tendre, ben, tu sais, ça fait un peu référence avec mon autre réponse, c'est-à-dire qu'il y a une part de
tu dois en faire une pour commencer. Puis, à la limite, là, moi, un truc que je donne, c'est commence par te filmer, tu sais, mettons avec ton téléphone. Puis, tu sais, publie-la juste pas. Fais juste t'habituer à... Parce que le plus dur, honnêtement, c'est de s'écouter, c'est de se regarder après. Parce qu'on est beaucoup plus critique que les autres, premièrement, déjà. On est notre pire critique interne, si on veut. Quand on se regarde, on est comme, mon Dieu, tu sais, j'aurais pas dû dire ça. Mon Dieu, t'as-tu vu ma face? Je souris pas assez. Tu sais, on est beaucoup là en mode autocritique. Ouais, c'est pas pertinent ce que je dis. Puis, fait que ça, c'est comme de faire taire cette petite voix-là. Souvent, ça va venir avec le fait de comme, ben peut-être essayer de se filmer sans même se dire, je vais le publier, sans stress de publier. Puis avec le temps, on va trouver aussi nos façons de faire. Tu sais, par exemple, avec la vidéo, tu sais, il y a différents formats aussi. Là, tu sais, il y a un format qui est de plus en plus populaire aussi sur TikTok, tu l'as sûrement vu, tu sais, où la caméra est un petit peu en angle, puis quelqu'un parle en même temps. Tu sais, c'est comme une conversation, comme si on fait partie de la conversation, un peu comme un ami à côté, assis à la table. Fait que peut-être que ça, c'est un format à essayer pour les gens, parce qu'il y a vraiment quelqu'un à qui parler. On est comme filmé, entre guillemets, à notre insu, mais non. Mais tu sais, il y a peut-être une façon aussi d'être plus naturel. Quand on parle à quelqu'un, on est beaucoup plus naturel que si on parle à une caméra, tu sais. Parce que veut pas, on parle d'authenticité, mais tu sais, en termes de création de contenu, moi, j'ai tendance à toujours penser à l'envers du décor quand je regarde un contenu. Tu sais, exemple, une story sur la plage ou tout ça. Moi, j'imagine vraiment la personne sur la plage avec son téléphone en mode selfie qui fait comme des prises. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis un peu... je me dis tout le temps, ouais, notre société est weird quand on y pense, là, tu sais. Ouais, tu sais, des fois, je vois comme des petites danses sur TikTok, je me dis, wow, OK, la personne est en plein supermarché bondé, puis elle danse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis je suis comme, il y a quelque chose de très bizarre dans ce qu'on vit, là, mais ça, c'est un autre dossier, c'est un autre sujet. Mais c'est ça, c'est d'être à l'aise aussi. Là. Tu sais, moi, personnellement, je fais pas de stories, de parler dans un endroit bondé, je suis pas rendue là, tu vois, dans être à l'aise d'assumer ça. Mais chez nous, tu sais, comme j'ai pas la pression je me dis au pire, si c'est pas bon, puis j'aime vraiment pas ça, je le publie pas, puis je recommence, tu sais, de s'autoriser à recommencer. Puis avec le temps, ben on s'habitue. Tu sais, je te parlais d'utiliser un prompter, ben des fois ça aide à pas penser justement à comme qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais chercher ces mots. On a déjà, tu sais, je lis pas en fait, mais j'ai les idées là, les points. Fait que ça m'aide à parler un peu comme je le dirais en consultation avec un client, tu sais. Puis, mettons, ton prompter, est-ce que c'est une application que tu utilises? C'est pratico-pratique, c'est quoi exactement? Oui, pratico-pratique. J'avais acheté dans le temps Big View. Il y avait une licence à vie. Fait que ça, je l'ai, mais j'ai vu aussi que dans Captions, l'application que j'aime beaucoup pour les sous-titres, il y a l'application, il y a un prompter. En fait, je pense même aussi dans CapCut qu'il y en a un. Donc, tu sais, toutes les applications qu'on utilise pour faire le montage des TikTok et des Reels, là, souvent, il va avoir un téléprompteur. Là. Sinon, il y a aussi un programme à l'ordinateur, si jamais vous enregistrez avec webcam ou devant un écran. Il me semble qu'il y a un site aussi que je pourrais retrouver le lien, là, mais qui sert de prompter. Fait que, tu sais, ça peut aider souvent parce que c'est dur de retenir toutes les informations qu'on veut dire, puis juste d'improviser, c'est pas toujours la meilleure chose. Ça peut, là, si on raconte une histoire, tu sais, on le fait comme on le ferait avec un ami, mais tu sais, dans un mode d'enseignement, c'est le fun d'avoir des fois des petits cues, là. L'autre chose aussi qu'il faut pas avoir peur, c'est d'enregistrer des courts segments, puis ça, donner la chance de juste j'adresse ce point-là, oui. j'arrête. Parce qu'on est dans une époque où est-ce que les jump cuts là, sont non seulement acceptés, mais maintenant c'est quasiment la norme. Là, quand tu regardes une vidéo YouTube ou une vidéo TikTok, il y a beaucoup de jump cuts. Les jump cuts, pour ceux qui connaîtraient pas ça en termes c'est une erreur de montage. Habituellement, dans un montage, on reçoit une belle transition où on veut on ne veut pas sentir un changement de deux plans. Puis le jump cut est devenu, avec le YouTube, est devenu quelque chose de vraiment accepté parce qu'on veut justement raccourcir les longueurs, enlever les enlever comme tous les éléments de longueur pour augmenter le dynamisme. Fait que c'est quelque chose aussi qui nous permet
un peu plus de segmenter la captation. Ça, c'est peut-être des petits trucs aussi qu'on peut se donner pour aider côté création de contenu vidéo. Puis sinon, toi, c'est quoi que tu aurais à dire à justement là, les gens qui disent OK, mais là, vous êtes en train de me convaincre, là, mais je suis pas encore sûr là, de pouvoir me lancer. Là, tu sais, j'ai encore un petit frein là, à mettre de l'avant dans mon contenu. Quand tu dis mettre de l'avant, c'est-tu en vidéo ou en général? C'est-tu la pudeur juste en vidéo ou en général? Parce que, tu sais, dans les stratégies que je propose à mes clients, pour moi, je prends beaucoup l'équilibre dans le contenu entre, justement, la promotion, parce qu'on est quand même là pour faire de la promotion de quelque chose, là, que ce soit une gratuité, un service, peu importe. Mais il y a aussi la connexion. Tu sais, comment on veut que les gens connectent avec nous, tu sais, en tant que personne. Justement, le désir d'être authentique puis de connecter pour les vraies raisons, finalement, avec les gens sur les réseaux sociaux. Puis, une des choses dans ce contenu-là de connexion, c'est que oui, ça peut passer par la vidéo, mais ça peut aussi être dans nos textes, la façon dont on aborde notre thématique, la façon dont on aborde des enjeux, ça amène ça amène la connexion, c'est-à-dire qu'on est justement authentique parce que l'espèce d'effet que je te parlais dans les vidéos, de me réécouter puis de me sentir un peu comme si je me pensais encore dans le monde corpo, ben j'ai eu le même feeling quand j'ai lu mes premières publications, tu sais, jadis, dans les premiers temps, des fois, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, je voulais donc bien, tu sais, je me prenais pour qui, là, tu sais, je sais pas, tu sais, comme je te dis, j'étais bien dans l'autocritique à ce moment-là, mais c'est la même chose, en fait, le fait de se mettre de l'avant, on peut le faire, oui, en vidéo, on peut le faire dans un podcast, tu sais, le podcast, c'est ça que j'aime, justement, c'est que c'est intime, tu sais, les gens nous écoutent, moi, je les écoute vraiment en audio, là, les podcasts, principalement, c'est rare, je l'écoute en vidéo, mais j'aime ça, j'ai l'impression que les gens me parlent à moi dans mes oreilles, il y a quelque chose de très intime, c'est une façon aussi de se mettre de l'avant, d'être plus authentique, puis de parler. Moi, des fois, je vais faire un épisode où je vais parler vraiment qu'est-ce qui se passe dans ma business en ce moment, puis c'est quoi mon enjeu, puis comment je l'adresse, tu sais. Mais si on se ramène juste à la vidéo, je pense que c'est juste de travailler un peu sur ce qui est sous-jacent, tu sais, justement le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, ça amène plein de choses, hein, ça amène de dire « Ah mon Dieu, c'est pas assez bon, je vais attendre parce que quand je vais être meilleure, fait que je vais le faire plus tard. » Fait que, tu sais, ça amène aussi la procrastination. On se lance jamais parce qu'on se dit, ben, on n'est pas bon, on se sent pas bonne, on trouve pas que ça vaut la peine de publier puis de créer du contenu vidéo. Puis, ben, c'est aussi de travailler un peu sur son autocritique, tu sais, d'accepter que la première vidéo qu'on va publier, ça sera pas la meilleure. Puis, chaque fois qu'on va publier, ben, elle va devenir encore, tu sais, meilleure de fois en fois. Fait qu'il y a comme beaucoup de... Finalement, ça nous prend tous une thérapie quand on crée du contenu. Ça nous prend, c'est ça, travail de soi, puis de laisser aller bien des choses et des conceptions, finalement, qu'on a de soi-même. Ouais, je sais pas si... c'est parfait. Puis moi, je parle aussi souvent la comparaison avec l'entraînement, tu sais, ou la course, par exemple, tu sais. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à courir, je me sentais même mal que du regard des gens, mettons. Ouais. Et comme ma forme, quand je vais courir, va être correcte. Je vais savoir l'air d'un gars qui est essoufflé et qui a de la difficulté, tu sais, à courir ou quoi que ce soit. Ouais. Puis, fait que ce regard-là extérieur dans l'entraînement. Puis après ça, il y a ta forme, il y a ta performance en lien avec ça. Il y a plein d'éléments. Mais encore une fois, tu sais, au début, c'est sûr que tu commences. Fait que t'as pas de... Ta forme est pas bonne ou quoi que ce soit. Fait que c'est un peu la même chose sur les médias sociaux. Des fois, on voit des erreurs de gens de la manière qu'ils rédigent ou de la manière qu'ils ont bâti un visuel ou quoi que ce soit. Et c'est normal parce qu'on est au début et c'est là que tu apprends, puis c'est là que tu peux avoir un feedback. Tu as un feedback loop infini avec les médias sociaux. Donc, à chaque fois on publie, on a un aperçu de est-ce que ça résonnait avec les gens, etc., etc. Fait que c'est tout de très bons conseils. On est déjà rendu dans la zone des petites questions quiz éclairs. Là. Tu nous as déjà dit que ta plateforme préférée, c'était Instagram. Pourquoi Instagram, mettons, versus toutes les autres plateformes? Bon, Instagram, en fait, je trouve que... Comment je dirais? C'est là que je trouve une espèce de... On dirait un club social pour moi, tu sais, dans le cercle que l'interaction, la façon d'interagir, les gens sont... Puis en plus, les gens ont plus de... En guillemets, ils ont plus d'empathie et d'ouverture, je trouve, sur Instagram. Tu sais,
quand on voit passer des sujets un peu chauds, tu sais, sur l'inclusion, puis je trouve que on retrouve pas le même genre de Karen, mettons, que sur Facebook, tu sais, dans la bienveillance, fait que juste ça fait en sorte que c'est une plateforme où je trouve que c'est plus agréable de parler de sujets plus délicats, de débattre, il y a aussi moins d'ego, je trouve que c'est bizarre à dire, de dire qu'Instagram, il y a moins d'ego, mais je trouve qu'il y a moins d'ego sur Instagram, par exemple, que j'ai trouvé sur LinkedIn. Au début, quand je suis allée, j'avais l'impression que c'était un réseau social où tout le monde se félicitait, se tapait dans le dos, puis se trouvait bien bon, puis se taguait entre eux, puis pour se donner une petite dose de réaction. Fait que on dirait que je me sentais comme pas dans la game au départ quand je suis arrivée sur LinkedIn. Là, c'est intéressant de voir aussi comment LinkedIn évolue. Oui. L'effet TikTok, l'effet authenticité, là, on le sent vraiment arriver. Ça fait du bien. Quelques mois, des selfies, des photos vraiment moins corpo. Donc, on sent vraiment qu'il y a cet impact-là aussi sur cette plateforme-là. C'est ça fait du bien. Ça va peut-être faire que je vais me sentir un petit peu plus confortable, mais je te dirais Instagram, c'est plus je pense que c'est vraiment les stories Instagram qui font que cette plateforme-là que je l'aime. J'aime interagir avec d'autres entrepreneurs en story, tu sais, par message privé après. Je trouve que c'est le fun, les formats différents qu'on peut créer sur la plateforme. Je trouve que ça laisse beaucoup de place à l'imagination, la créativité. Tu sais, on peut autant aller dans le Reels, le carrousel, le post, la photo, tu sais. Personnellement, je trouve que c'est une plateforme où justement, il y a plus de bienveillance, il y a plus de formats différents. Puis, tu sais, oui, il y a de l'ego, mais c'est pas le même genre d'ego parce que ça dépend aussi qui qu'on suit. Tu sais, si on suit juste des comptes d'influenceurs de Pinterest qui font juste des unboxings, on ne trouvera peut-être pas son compte. Mais en suivant des entrepreneurs qui sont dans notre niche, qui tu sais, qui sont potentiellement des clientes alignés, ben je trouve qu'on a beaucoup plus de plaisir à s'entraider sur ce genre de plateforme-là. Mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'expérience d'utilisation là, que je la préfère. C'est ça serait qui ta créatrice de contenu préférée, toute plateforme confondue? Ah ouais, ça c'est dur à répondre. Moi, j'aime beaucoup, pour plein de raisons, en fait, j'aime beaucoup Amy Porterfield depuis toujours, mais c'est peut-être pas nécessairement par la qualité sensationnelle de son contenu, mais c'est plutôt parce que elle est vraiment capable je sais pas comment dire, elle est vraiment capable de refléter l'image comme de la meilleure amie, je sais pas comment dire, tu sais, elle a l'air tellement accessible, elle a tellement l'air ouverte, puis dans son contenu, elle est très, tu sais, je sais pas, elle est très inclusive dans comment elle va parler aux entrepreneurs, puis tu sais, c'est sûr qu'elle a une grosse équipe pour faire du contenu puis faire la vidéo, fait que ça aide, mais en termes de contenu, c'est sûr que là, c'est un gros exemple, là, c'est dans le sens que c'est une entrepreneur aux États-Unis qui a une business avec 22 employés temps plein. Là. Fait que c'est sûr que c'est moins accessible, mais en termes de personnes qui ont réussi justement à laisser transparaître sa personnalité dans son contenu, même si c'est devenu une grosse machine. Parce qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, quand on est solopreneur, c'est facile d'être accessible, d'être authentique, ça, mais à un moment donné, ça devient gros. Tu sais, il y a Aline aussi de Beboost en France qui est aussi, même si ça grossit beaucoup sa business, je trouve qu'elle a gardé aussi le petit côté, genre, on veut être sa meilleure amie business, là. Tu sais, je sais pas. Okay. Moi, je trouve ça cool. Puis son contenu est toujours pertinent. Fait que, ouais. Je dirais ces deux-là. T'as-tu un outil? Tantôt, on a déjà parlé d'Asana, on a parlé aussi de tes outils de prompter. T'as-tu un outil ou une application que tu serais pas capable de te passer dans ta création de contenu? Ça peut être un outil aussi. Snap. Ben là, c'est une bonne question, parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, c'est sûr, bon, Canva, c'est comme de base, là. C'est comme qui n'utilise pas Canva. Mais tu sais, tantôt, j'ai parlé de Captions. Ouais. Ben, Captions, parce que je l'utilise beaucoup en ce moment pour faire justement des sous-titres. Puis j'aime le fait aussi que ça va couper les temps morts dans tu sais, si on parle de contenu vidéo. Fait que pour la vidéo, j'ai vraiment un amour pour cette application-là. Ça vaut chaque dollar, là, tu sais, pour le temps sauvé. Puis c'est ça. Sinon, mon Dieu, j'essaie de penser parce que j'en utilise quand même plusieurs. Pour le podcast, ben, tu vois, un truc, on est sur Riverside en ce moment. Moi, j'ai commencé à l'utiliser au mois d'août. Ouais, c'est ça, au mois d'août. Puis c'est quand même une révélation pour moi comment c'est simple d'aller générer
ses extraits, son tour de travail. Fait que ça aussi, c'est un bon allié. Sauf quand il y a des bugs de synchronisation. Là. Ouais, je l'ai vécu, ouais. Ouais, puis tu sais, la qualité d'enregistrement aussi. Tu sais, quand je disais au début, on sait pas trop ce qu'on fait, on y va à tâtons. Ben, tu sais, au début, j'enregistrais avec Zoom, puis des fois, ça laguait. Puis, tu sais, quand on parle en même temps, des fois, ça coupe. Tu sais, on perd il y a des petits glitches aussi. Fait que, tu sais, avec le temps, on trouve justement un outil pour upgrader finalement la création de contenu. Fait que, tu sais, Riverside, pour moi, ça a été comme un upgrade, comme on dit. Puis, si les gens veulent te suivre, où est-ce que tu veux les envoyer prioritairement? Ben, je vais dire prioritairement Instagram pour justement commencer à connecter. Puis peut-être aussi découvrir le podcast en 80 degrés pour voir un peu les sujets, les invités. Ça donne une bonne idée en fait du genre de contenu justement que je crée, puis les thématiques qui sont abordées tout autour de l'écosystème de contenu finalement. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça nous touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil. Je ne retiens pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.